Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler des inquiétudes arabes après l'accord sur le nucléaire iranien, du défi de la drogue au Mexique et des tendances 2015 du tourisme international. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée. La Turquie semble mettre fin à l'ambiguïté dans son attitude face à l'État islamique. Ankara a officiellement ouvert sa base aérienne d'Incirlik et a procédé à des premières frappes contre Daesh tout en maintenant la pression sur les Kurdes. Fermées depuis 1961, les ambassades respectives de Washington et de La Havane ont rouvert leurs portes, un pas décisif dans le rapprochement engagé entre les deux pays par Barack Obama et Raúl Castro. 3 journalistes espagnols sont portés disparus en Syrie, dans la région d'Alep. Parallèlement, le chef présumé du groupe Khorasan, affilié à la mouvance Al-Qaïda en Syrie, a été tué par une frappe américaine. Le parquet de Nanterre estime que l'enquête n'a pas permis de prouver l'empoisonnement de Yasser Arafat, l'ancien chef de l'autorité palestinienne décédé dans un hôpital militaire francilien en 2004. Des fragments du Coran datant de plus de 1300 ans ont été découverts à l'université de Birmingham du Royaume-Uni. Ces textes, qui pourraient avoir été écrits par une personne ayant connu le prophète Mahomet, fascinent les chercheurs. Le baron mexicain de la drogue, Joaquín El Chapo Guzmán, s'est évadé d'une prison de haute sécurité via un tunnel de 1500 mètres de long, un coup très dur porté au président mexicain engagé, vous le savez, dans une guerre contre les cartels de drogue. Avec nous pour en parler depuis Mexico, Isaac Toussier, bonjour, merci d'être avec nous. Merci Julien, c'est un plaisir d'être sur i24 News. Alors dites-nous, comment une telle évasion a-t-elle pu avoir lieu ? Eh bien Julien, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Tout le monde essaye d'y répondre, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas à Hollywood. Mais est-ce que cette évasion remet en cause la politique de lutte contre la drogue qui est engagée par le gouvernement mexicain ? Oui, la question avait déjà été soulevée puisque El Chapo s'était déjà échappé d'une prison à haute sécurité. Donc la question était déjà là, mais cette histoire l'a soulignée. Et puis bien sûr, tous les gens ici, la société mexicaine, n'arrivent pas à croire que c'est arrivé à nouveau. Vous le savez, cette affaire s'est invitée dans la campagne présidentielle américaine avec une mise à prix de la tête de Donald Trump par El Chapo. De quoi il s'agit exactement ? Eh bien, on ne sait pas encore si ce compte Twitter a été vérifié. On ne sait pas si c'est vraiment El Chapo Guzmán qui tweete contre Donald Trump. Mais on sait que Donald Trump l'a remarqué et il a demandé maintenant au FBI une protection contre El Chapo. Mais de manière générale, au Mexique, comment les propos de Donald Trump sur les Mexicains et le mur de séparation ont été accueillis ? Donald Trump is not the most popular figure right now in Mexico. He has made remarks that have been. Eh bien, disons que Donald Trump n'est pas la personne la plus populaire au Mexique en ce moment. Il a fait des remarques racistes et très offensantes à l'égard du pays. Il faut savoir que les gens qui émigrent aux États-Unis, d'après mes conversations avec eux, ne seraient jamais allés aux États-Unis si la situation ici leur permettait de rester au Mexique. Donc la plupart des Mexicains aux États-Unis rêvent de rentrer dans leur pays. Donc ces remarques ont été très blessantes et bien sûr Trump a sûrement perdu beaucoup de voix de la communauté latino. Isaac, une dernière question. Quelles vont être, selon vous évidemment, les conséquences de l'évasion du baron de la drogue ? Il est difficile de dire quelles seront les conséquences. On ne sait pas s'ils vont se rassembler et essayer de gagner du territoire contre le gouvernement à nouveau, ou bien s'ils vont faire profil bas pour ne pas avoir de problème. Il est difficile de le dire. Il y a beaucoup de cartels très différents au Mexique et nous espérons qu'il n'y aura pas de guerre entre eux parce que cela pourrait bien sûr affecter toute la société. Merci beaucoup, Isaac, d'avoir été avec nous depuis le Mexique. Merci Julien, c'était un plaisir. Bonjour Ali Waked. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Bonjour Daniel Ziri, journaliste au sein de Tout un monde. On a beaucoup parlé dans cette émission des conséquences de l'accord sur le nucléaire iranien côté israélien. On a moins parlé en tout cas côté arabe.
On parle beaucoup d'une inquiétude des pays arabes du Golfe et il s'agit de quoi? J'aimerais noter, Julien, deux événements qui ont eu lieu la semaine dernière et qui montrent les premières conséquences de cet accord. Un, la visite rendue par Khaled Mash'al, le chef du bureau politique du Hamas à l'Arabie Saoudite. Et on sait que l'Arabie Saoudite menait pendant des années une politique très hostile aux frères musulmans. Et pour renforcer l'axe sunnite, l'Arabie Saoudite se voit obligée d'intégrer dans son alliance, dans son axe, des acteurs avec lesquels elle avait de très mauvaises relations. Et donc, il y a déjà un rapprochement entre l'Arabie Saoudite, qui est considérée comme un pays modéré, avec une organisation comme le Hamas, qui par certains acteurs dans la région et en dehors de la région est considérée comme une organisation terroriste. Et encore plus, l'Arabie Saoudite oblige l'Égypte, le régime égyptien d'Abdel Fattah al-Sisi, de mener une politique plus indulgente vis-à-vis du Hamas. Deux, on a vu les contacts entre les Émirats arabes unis avec la Syrie et le fait que les Émirats se disent prêts à réouvrir leur ambassade en Syrie parce qu'ils comprennent que sur les Américains, on ne peut pas compter trop et qu'il faut recalculer les alliances dans la région parce que c'est une administration américaine il y a un élément qui est très stable et que c'est le refus d'aller pour l'option militaire, quoi que ce soit. C'est vrai qu'on voit contre l'État islamique une coalition militaire, mais qui est loin d'achever ses buts. Est-ce qu'en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire qu'ils voient ça comme une capitulation des États-Unis, le fait d'avoir signé un accord avec l'Iran? Oui, tout à fait, parce que vous savez, Daniel, et on a vu ça dans le témoignage du secrétaire d'État John Kerry, il y a pas mal de trous, il y a pas mal de lacunes dans cet accord, et le plus important, c'est tout le système de veiller sur comment est-ce que les Iraniens vont impliquer cet accord. Notamment les sites militaires, l'inspection des sites militaires. Tout à fait. Ils savaient que ceux qui vont donner les preuves sur est-ce que les Iraniens appliquent ou non, c'est un peu les experts iraniens qui vont redonner à la communauté internationale les preuves des sites, comme quoi ils n'enrichissent pas l'uranium, etc. Les pays arabes pensent que cet accord va renforcer la présence régionale et internationale de l'Iran. Oui, tout à fait, parce que vous savez, Julien, les pays arabes, comme les Iraniens, ont voulu que la question de la politique iranienne, la politique expansionniste des Iraniens soit présente dans les négociations nucléaires, alors que le B+1 ont insisté à ce qu'on parle que du programme nucléaire iranien et non pas de la politique iranienne qui menace les alliés des États-Unis. Vous avez le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban. Donc, les pays arabes modérés voient l'Iran, voit cette république islamique chiite qui est en train de se répandre, qui est en train de se renforcer, et maintenant elle sera encouragée avec quelques billions de dollars, quelques milliards de dollars qui vont être ajoutés à ses capacités. Avec les sanctions, les Iraniens n'ont pas hésité de prendre quoi que ce soit comme mesure pour réduire l'influence des pays arabes sunnites modérés et au contraire d'élargir leur influence. Imaginez-vous avec oui, tout à fait, avec les revenus qui vont être à la suite de cet accord, comment est-ce que l'Iran va réagir? Et même le président Obama avait, dans une interview, a reconnu que apparemment la terreur appliquée par les Iraniens va être renforcée, au moins la politique des Iraniens. Tout à fait. Daniel, justement, Barack Obama veut s'adresser aux pays arabes. Oui, ils essayent de rassurer, les États-Unis essayent de rassurer même avant la signature de l'accord. Si vous vous souvenez, en mai dernier, Barack Obama avait accueilli les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe à Camp David, après la signature de l'accord cadre, c'était le 14 mai dernier. Et là, il a voulu réaffirmer l'engagement inébranlable des États-Unis pour la sécurité. Qui d'ailleurs a été boycotté par une bonne partie des dirigeants. Oui, l'Arabie Saoudite n'était pas, avait envoyé quelqu'un d'autre au truc, mais le roi n'était pas venu. Pour des raisons de santé, sous prétexte de raisons de santé. Mais en tout cas, il y avait une tentative de vraiment rassurer. Et là, John Kerry a déclaré jeudi qu'il va faire une tournée dans les pays du Golfe le 3 août pour justement continuer cet effort de rassurer et d'expliquer, de donner toutes les informations et de répondre aux questions que les pays du Golfe auraient par rapport à cet accord.
Ali, est-ce qu'un rapprochement entre des pays arabes du Golfe et Israël est envisageable après cet accord? Il est envisageable, bien sûr. La question est-ce que ce rapprochement sera d'ordre public ou il va rester secret, parce qu'on sait qu'il y a une grande coordination sécuritaire, surtout dans la matière de l'intelligence et des services secrets entre l'Arabie saoudite et Israël. Maintenant, suite au fait que l'administration insiste que cet accord doit être impliqué, doit être honoré tel qu'il a été signé. La question est-ce que l'Arabie saoudite et Israël vont prendre un pas en avance et essayer de rendre partiellement public leurs relations, parce qu'on sait qu'il y a un mois, et on avait ici l'exclusivité de publier la rencontre entre le directeur du ministère des Affaires étrangères et des experts saoudiens, un rendez-vous que les Saoudiens n'ont pas nié. Ils n'ont pas essayé de dire que ces experts représentent un institut privé et non pas le régime. C'était dans le code de l'Arabie saoudite. C'est un signe très encourageant d'un rapprochement éventuel avec Israël, mais d'ici à rendre tout ce rapprochement public, à mon avis, la distance est encore loin, mais il y a sans doute un échange permanent d'informations en ce qui concerne le programme nucléaire iranien et l'activité iranienne dans la région. On parlait, en cas d'un Iran nucléaire, d'un risque de course à l'arme atomique dans le Moyen-Orient et notamment dans le pays du Golfe. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas, bien sûr, Julien. Si on pense au fait que l'Arabie saoudite avec le Pakistan a des relations très stratégiques et que les experts pakistanais sont d'une façon permanente présents dans l'activité militaire saoudienne, c'est une question de temps que les Saoudiens se décident de se doter directement de la bombe atomique. La grande question, vous savez, il y a la stabilité en ce qui concerne tous les régimes arabes, y compris le régime de l'Arabie saoudite, est une question qu'il faut se poser tout le temps. Maintenant, si l'Arabie saoudite, dans 2, 3, 4 ans, 6 ans, se dote de la bombe atomique, personne ne peut garantir que le même régime restera en place en Arabie saoudite et que la bombe sera partie de ce régime modéré avec lequel Israël collabore. Moyen-Orient assez volatile. Merci beaucoup, Ali Waken, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Nous sommes en plein été 2015, la moitié de la saison touristique s'achève. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur les grandes tendances de cette année. Nous rejoint le directeur de la rédaction du guide Lonely Planet. Bonjour. Merci à vous. Alors Tom, merci d'être avec nous. Comment se porte le tourisme dans les pays, disons, comme la Grèce, avec les événements récents ? Eh bien, la situation en Grèce change tous les jours et même plusieurs fois par jour. Mais l'impact est ressenti plutôt par les Grecs que par les visiteurs. Ce sont les Grecs qui ressentent l'incertitude, les restrictions et la crise en général. Les visiteurs étrangers ne sont pas restreints par rapport à l'argent qu'ils peuvent retirer. Et donc, pour eux, les choses sont normales. Tom, quelles sont, selon vous, selon ce que vous voyez évidemment, les tendances du tourisme de cet été ? Les tendances que l'on voit dans l'industrie ces dernières années sont toujours là. Bien sûr, il y a quelques changements puisque la situation économique évolue. L'une des choses que l'on retrouve beaucoup au cours des 4 ou 5 dernières années, c'est que les gens veulent vraiment maximiser leurs vacances, donc ils font plusieurs choses différentes dans l'espace de 2 ou 3 semaines. Parfois, ils planifient leur voyage autour d'un festival ou d'un événement qui se passe dans le monde. Et puis, il y a des sites comme Airbnb qui vous permettent de dormir chez les gens, ce qui fait que les liens avec la population locale sont renforcés. Ça vous permet d'avoir une expérience plus authentique sur place. Tout ça est très populaire en ce moment et il semble que ça va continuer. Et cet été, quelles sont les destinations les plus populaires et les plus prisées ? Well, the most popular destinations in the world are probably fairly predictable. So you've got big hitters in Europe. Eh bien, les destinations les plus populaires sont assez prévisibles. La France, l'Espagne, l'Italie, et puis aussi la Chine et les États-Unis où le marché du tourisme local est très fort. Et puis la Turquie et l'Allemagne deviennent de plus en plus populaires. On voit aussi beaucoup de gens qui vont explorer des endroits paradisiaques qui semblaient très lointains avant, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Même si le nombre de touristes là-bas n'est pas aussi élevé qu'ailleurs, ce sont les endroits du monde où les gens veulent le plus aller. Tom, une dernière question. Personnellement, quelles sont vos recommandations pour cet été ?
Mes recommandations personnelles pour cet été, je dirais la Slovénie. C'est un coin de l'Europe qu'on ne visite pas assez. C'est un peu l'Europe en miniature. Vous avez des montagnes, des côtes, de très belles rivières et des villes historiques à explorer. Comme c'est un petit pays, il est très facile de se repérer. Et puis je dirais aussi Milan en Italie. Milan est généralement une ville où on voyage pour les affaires, mais en ce moment il y a l'exposition universelle qui tourne autour de la cuisine et de l'alimentation cette année. Donc c'est l'occasion de voir non seulement Milan, mais aussi des choses autour de Milan, comme les Alpes et d'autres parties de l'Italie du Nord. Et puis ce n'est pas très cher d'y aller, surtout pour les week-ends, parce qu'en général, c'est plutôt une ville où on va en voyage d'affaires. Donc je dirais Milan aussi. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.